Bonjour à tous. Donc on a cet après-midi une table ronde avec 3 représentants de la filière industrielle pour illustrer finalement des propos qu'on a un peu balayés au cours de la matinée et puis à l'instant avec Gabriel. J'avais préparé quelques transparents, je sais pas comment ça marche, comme ça, quelques transparents d'introduction. Je vais vous dire quelques mots d'introduction. En fait, je me rends compte que tout a été dit ce matin en grande partie. Mais pour ceux qui n'auraient pas été là et pour remettre un petit peu les choses en introduction de nos discussions, voilà. Donc on se situe dans le cadre d'une instruction formelle qui est pilotée par les pouvoirs publics suite à la demande du président de la République dans son allocation sur la transition écologique à la fin de l'année 2018 et qui s'est traduite dans les orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui comporte notamment la demande de faire en sorte que l'option nucléaire reste ouverte. Donc travailler à un programme pour voir si on peut engager la construction de nouveaux réacteurs, avec comme échéance, ça vient d'être dit, mi-2021, rapport à remettre au gouvernement en vue d'éclairer une décision. Alors, pourquoi c'est une question d'actualité cette décision, parce qu'en fait, ça prend quand même pas mal de temps à réaliser ces choses-là. Et on a en général en tête la durée de construction, qui conventionnellement se situe entre le premier béton du radier de nucléaire et la mise en service. En réalité, il y a tout un travail préparatoire et réglementaire, et d'autorisation réglementaire. Et d'ailleurs, quand on parle de décision, finalement, elle se répartit sur une durée assez longue, puisqu'on peut considérer qu'elle va de l'intention, elle est presque déjà dite, finalement, elle est là, jusqu'au décret d'autorisation de création, qui est le dernier jalon avant la création d'une nouvelle installation nucléaire de base, sans parler de l'autorisation de mise en service. Donc tout ça est assez long et il faut s'y prendre bien à l'avance. Le cadre d'instruction a été évoqué par Sophie Mourlon ce matin. Donc vous avez là la liste des administrations qui sont impliquées. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de services de l'État qui sont impliqués dans le pilotage de cette instruction, dans ces différentes dimensions. Nous y sommes associés, ainsi que d'autres acteurs de la filière. Et l'instruction porte sur un certain nombre de volets qui ont été mentionnés ce matin. Quelle est la performance économique, finalement, de la technologie qui est proposée? Comment faire en sorte que les capacités industrielles soient au rendez-vous? Comment les mobiliser? Le troisième volet, c'est sur les mix électriques dont il était largement question ce matin. Un volet sur les déchets. Comment se situe finalement la perspective de gérer les déchets associés à ces nouveaux réacteurs en cohérence avec le reste de la politique du cycle en France. Un volet sur le calendrier et le processus de décision, un volet aussi réglementaire que politique finalement, et qui emporte bien sûr la dimension concertation publique, et un volet sur le financement. Et donc, qui dit financement dit dans ce domaine-là régulation et préparation de discussion avec la Commission, dès lors que ce genre de choses se financera très certainement avec un mécanisme qui devra être étudié à l'aune de la réglementation en termes d'aide d'État. Alors ça, c'est en fait une illustration de ce qu'a dit Xavier ce matin. Vous avez vu ça ce matin, quand il a parlé de l'option sans regret. Il n'y a aucun regret à engager un programme, un palier, pour reprendre un terme historique, de 3 paires de réacteurs, espacés de 4 ans, comme vient de le dire Gabriel. Pour être très franc, on a mis ça dans le paysage comme un objet de taille suffisante et sur une durée pertinente, engagée en fait en moins de 10 ans une série. 10 ans, c'est à peu près la durée légalement, on est censé tous les 10 ans revoir le référentiel de sûreté. Donc l'avantage de lancer ce programme sur une durée de cet ordre, ça permet d'aller chercher une certaine stabilité technique à un palier. Et donc ce palier-là, qu'on engagerait le plus rapidement possible, a vocation à mettre dans le paysage une dizaine de gigawatts sur lesquels on voit avec les courbes qu'il n'y a strictement aucun regret, et qui permettra dans 15 ans de disposer d'une option technologique avec un nucléaire dont la performance aura été reconstituée, dont on aura continué à reconstituer la performance à travers les capacités industrielles, pour décider à cet horizon-là le mix dont on aura besoin en 2050, et ce n'est pas maintenant qu'on peut le faire.
Et alors, on pourra décider si on continue, si on arrête en fonction des solutions disponibles. Alors, il s'avère qu'il y a déjà de la demande. C'est quand même intéressant de voir s'il y a de la demande. Oui, certaines régions, certains élus dans les territoires, soit au niveau régional ou plus local, se sont déjà publiquement exprimés en disant on veut, s'il y a des nouveaux réacteurs, ça appartient à l'État, nous on aimerait bien que ça soit chez nous. C'est le cas des régions qui sont mentionnées ici. Et ça nous amène à la question de la table ronde, c'est qu'on vient de voir qu'il y avait quand même beaucoup de raisons à considérer que le besoin était là, et en tout cas que le besoin pouvait être posé de telle manière qu'on a envie de lancer un programme pour garder les options ouvertes. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour répondre à ce besoin? Est-ce qu'on est capable de répondre à ce besoin? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même un sujet qui est très nouveau. Il y a 15 ans, quand on se posait la question est-ce qu'on lance Flamanville, personne ne se demandait si on était capable de les faire. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet de capacité à faire et de démonstration de capacité à faire. Et on a à l'horizon d'une décision une démonstration à faire de notre capacité à faire. C'est l'intitulé du volet capacité industrielle qui était mentionné là tout à l'heure, démonstration de la capacité industrielle. C'est compliqué parce que démontrer la capacité industrielle en préalable au programme qui est censé être le porteur de la reconstitution de cette capacité, c'est un peu l'œuf et la poule. Et donc j'ai envie de vous poser à tous les trois cette question-là. Comment est-ce qu'on résout le problème de l'œuf et la poule? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau industriel, à notre niveau industriel, pour montrer qu'on est sur le bon chemin et permettre la décision qui permettra d'avoir la visibilité qu'on attend pour aller plus loin. Alors on va commencer peut-être avec Françoise Desbois, qui travaille chez Framatome et qui s'occupe du programme Juliette. Donc, bonjour à tous, merci pour nous donner la parole. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'active, hein, très précisément. Donc, la première chose, comme il a été dit plusieurs fois ce matin, c'est qu'on a une obligation de prendre en compte le retour d'expérience. Ce retour d'expérience, il est large, il est varié. Et il implique toute l'entreprise et toute la filière aussi, toute l'entreprise Framatome. Alors, le retour d'expérience, comme les différents rapports qui ont été publiés récemment, mettent une attention sur ce qui a été appelé la qualité industrielle. Et donc, effectivement, nous, Framatome, on va s'attacher, enfin, on s'est déjà attaché à travailler sur cette qualité industrielle. Alors, cette qualité industrielle, moi, je souhaiterais la décomposer en plusieurs morceaux. Il y a une qualité que je qualifierais plus d'organisationnelle ou de culturelle. C'est quelque chose qu'on a déjà lancé depuis 2015 sous l'impulsion de notre directeur, qui a été renforcé en 2017 et en 2019, qui dès le départ visait à embarquer l'ensemble des salariés sur la démarche qualité, une amélioration continue à tous les instants et à tous les niveaux. Et puis, avec un coaching aussi plus ambitieux des différentes unités, des évaluations. Et puis, en 2019, une attention renforcée, notamment concernant ce qu'on appelle l'attention managériale aux problèmes qualité, puisque tous les référentiels qualité insistent bien sur l'engagement de la direction. Ça a un sens et il faut pouvoir l'incarner. Donc ça, c'est un point très important. Un autre exemple aussi de renforcement, c'est de faire une analyse précise des compétences pour identifier si on n'a pas des cas de compétences isolées, parce que les compétences isolées, ça peut générer des points faibles dans la maîtrise de la qualité de nos travaux. C'est un point important aussi. Un autre exemple encore, par exemple, sur notre inspection des fournisseurs, on va chercher à mieux l'internaliser et moins s'appuyer sur des compétences externes. Donc ça, c'est tout ce que je vais appeler qualité plutôt culturelle et organisationnelle. Et à cela, on va ajouter une composante plus orientée sur le produit. Alors pour travailler sur le produit, il y a une première étape, c'est savoir quelles sont les exigences. Et puis ensuite, chercher à industrialiser ces exigences. Alors, les exigences, on y a travaillé sur les équipements sous pression nucléaire avec la filière, avec EDF depuis
fin 2014-2015. Avec l'AFSEN, on a réussi à clarifier avec l'autorité de sûreté un bon nombre d'exigences. Le résultat a été marqué par la production du RCCM édition 2018 qui a été reconnue comme une solution robuste pour répondre aux exigences. Donc ça, c'est très bien pour la filière. On a travaillé aussi en interne pour développer un référentiel technique professionnel qu'on a appelé RESPN pour, par construction, lorsqu'on met en œuvre ce référentiel, eh bien, on apporte la démonstration de la réponse et de la conformité aux exigences. Et enfin, ben, on a étendu notre travail sur les exigences, sur l'ensemble des exigences qu'un fournisseur d'EDF doit prendre en compte avec le développement de l'ingénierie système dans le cadre du projet EPR2. Donc, pour travailler sur la qualité du produit, on commence par une bonne compréhension des exigences et des preuves à apporter pour satisfaire ces exigences. Et puis, maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, il faut le faire. On passe à l'industrialisation et c'est le volet du programme Juliette, dont je suis responsable depuis la fin de l'année dernière. Alors ce programme, cette idée est le résultat d'une analyse stratégique de notre direction au printemps 2019. Il vise la fabrication des composants et équipements électromécaniques de Framatome, donc au Creusot, à Saint-Marcel et à Gemont. On a une très forte ambition, c'est de faire de nos sites français, en écho à la position de M. Ursa tout à l'heure, maintenir l'emploi en France est très important, donc de nos sites français des références mondiales d'ici 4 ans pour bien être prêts au renouvellement du parc et servir les besoins de renouvellement d'équipements sur la base installée. Alors, ce programme Juliette fait écho, bien sûr, au programme Excel de EDF, de la filière. Il est cohérent et complémentaire, et donc il vise l'industrialisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'industrialisation? Donc, c'est partant des exigences qu'on a clarifiées, de figer et standardiser la réponse qu'on va donner à ces exigences dans nos usines, pour que progressivement les routines se mettent en place et puis qu'on gagne en prévisibilité, en répétabilité et que progressivement on soit prêt à faire toutes les pièces et tous les équipements qui seront attendus avec le renouvellement du parc. C'est aussi, une fois qu'on a figé et standardisé, c'est aussi faire. Donc produire des pièces, produire des équipements pour faire la preuve de cette capacité. Et donc faire, c'est pour maintenir le tissu industriel, nos compétences et celles de notre chaîne de sous-traitance, c'est aussi parfois anticiper par rapport à ce qui pourrait être prévu. Quand je dis anticiper, c'est faire avec le bon niveau de maturité, comme l'a précisé tout à l'heure Gabriel. On ne commence pas avant d'avoir fini toute l'instruction, mais on le fait peut-être un peu en anticipé par rapport à une décision ultérieure. Voilà, donc c'est notre façon de répondre à qu'est-ce qu'on fait pour se préparer, pour faire une démonstration. Donc c'est pour reprendre des mots de ce matin, c'est une reconquête industrielle. Donc c'est un grand challenge pour nous, pour la filière, pour nos sous-traitants. Et puis, pour bien se préparer, j'aimerais utiliser cette expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, ça vaut pour Framatome, bien sûr, mais ça vaut pour toute la filière. Voilà. Oui, bonjour. Comment on fait pour se préparer? C'est Jean-Jacques aussi, donc, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc tout d'abord, merci à la SFEN de me donner l'occasion de témoigner sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le retour d'expérience. Alors pour l'illustrer, je vais parler du retour d'expérience qui s'est fait entre Flamanville et Hinkley Point.
Alors pour vous dire pourquoi je tiens à ce retour d'expérience, je suis directeur exploitation chez Bouygues TP. Et entre 2006 et 2010, j'ai supervisé la construction du génie civil de Flamanville avec une des périodes les plus difficiles, c'était le démarrage. On m'a demandé d'aller à l'international, j'ai retrouvé la fin d'OL3 et depuis 2012, je suis au bord de Baylor. Notre associé Lingo O'Rourke et Bouygues ont constitué Baylor pour réaliser Hinkley Point. Ce que je voudrais dire, c'est que ce retour d'expérience, il est efficace s'il est partagé et fait de manière très collaborative. Alors c'est ce qui a été fait, je ne sais pas sur quel bouton je dois appuyer, le bouton vert, voilà. Ah, le gros bouton, oui, voilà. Alors tout d'abord, 2 grandes leçons de Flamanville appliquées à Hinkley Point. La première, c'est collaborativement, et ça nous a pris du temps, mais on y est arrivé, à se définir un objectif, d'avoir la conception de nos ouvrages réalisée à partir d'un design conçu en 3 dimensions, principalement le ferraillage, puisque c'est là que se trouve la difficulté, clash free, entre les barres et les platines, les inserts, et constructible, parce que c'est pas parce qu'on a répondu à ces 2 premières exigences que sur le chantier c'est réalisable. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de préparation, beaucoup de coordination, ça demande une grande énergie. Il faut que la position des inserts soit connue à temps pour déclencher le design. Donc je fais appel à tous ceux qui définissent les équipements qui viennent pour qu'ils soient définis à temps et qu'on évite, comme tu le disais, des changements de dernière minute. Et ce temps qu'on a eu sur Hinkley nous a permis de développer un logiciel ferraillage 3D qui est maintenant fonctionnel et que l'on applique. Voilà, donc ça c'est le premier grand retour d'expérience. Le deuxième, c'est le choix de faire de la préfabrication lourde pour sécuriser le programme. Ce qui a déclenché, c'est principalement le liner. Sur OL3 à Taishan, les liners ont été faits par élément, par Rondo et le dôme. À Flamanville, seul le dôme a été préfabriqué et on a souffert de fabriquer en place les éléments de liner. Donc, préfabriquons le liner. Donc, on se dit, il faut une grue lourde. On a une grue lourde à demeure. Donc, on a choisi d'aller à fond sur cette préfabrication lourde avec la préfabrication des piscines, dans des bunkers qui permettent de faire les tirs sans perturber l'avancement du chantier. Des éléments qui seront levés avec notre grue lourde et qui pèsent plus de 1000 tonnes. Donc notre grue 1500 tonnes à 100 mètres nous permet de faire des choses. Et donc on va même faire des éléments préfabriqués en béton qui sont sur le chemin critique, qui sont très lourds aussi. Il y a à peu près 400 colis par unité qui vont peser entre 50 et 1200 tonnes. Et pour ne pas gâcher le plaisir, des cages de ferraillage préfabriquées qu'on pourra faire plus grandes également. Alors, les premières leçons de Hinkley Point, puisque Hinkley Point est maintenant lancé full speed. Ce qui est très important, c'est la continuité des expertises acquises. Sur le liner, on a repris Tissot, qui a fait le liner de Flamanville, mais a abordé le problème différemment. Ils ont développé une soudure plasma pour le fond de l'atoll pour limiter les déformations, et on est dans les tolérances qu'on avait ciblées. Et la qualité des soudures, telle qu'elle a été contrôlée, est du même niveau sur le premier élément qu'on a posé à la fin de l'année dernière que la qualité obtenue à la fin de Flamanville, où ils avaient travaillé pendant plus de 2 ans sur le liner. Un autre message, les groupements d'entreprises. Alors pourquoi je parle de groupements d'entreprises? Parce que pour la continuité des expertises et le développement des expertises qui est nécessaire au développement du parc, il me paraît important de grouper des entreprises, celles qui ont des expériences, celles qui sont locales. Bon, avec l'Angleterre, ça se fait naturellement. On est associé 50-50 avec un constructeur anglais. Mais des constructeurs français comme Efinor pour les piscines, c'est associé avec Darkem, un constructeur anglais. Donc de cette façon-là, on garde les leçons, l'expertise et on élargit. Alors, Mesh Factory, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est fait exprès. Sur les 200 000 tonnes d'acier qu'on doit poser sur Hinkley, 60 000 peuvent être fabriqués comme étant des
treillis soudés, alors des gros treillis avec des barres de 40. Donc on l'a industrialisé, on a fait le choix et on arrive à l'amortir sur un projet où il y a deux EPR. Donc d'industrialiser, de robotiser la fabrication de 60 000 tonnes d'acier. Et donc ça, c'est possible parce que on a eu cette idée, on s'est dit il faut vraiment insister là-dessus et voir comment on peut automatiser ces fabrications-là. Les perspectives d'amélioration sur la deuxième unité, on commence à les percevoir et c'est pour ça que je suis très content que l'on parle de deux tranches espacées, alors si possible de 18 mois s'il vous plaît, qu'on ait le temps d'avoir le retour d'expérience de la première sur la seconde. Sur Hinkley, nous n'avons que 12 mois, mais nous avons déjà constaté des plus. Par exemple, sur la galerie de précontrainte, on a réalisé des cages de ferraillage courbes. On les a réalisées à plat, c'est le plus naturel. Mais on s'est aperçu sur l'unité 1 qu'au retournement, ça créait des difficultés, qu'on ne pouvait pas les faire aussi complètes qu'on voulait. Et donc, sur la deuxième unité, on fait les cages de ferraillage courbes et même les droites, on les préfabrique en vertical et on les transporte en vertical. Et donc là, c'est une grosse amélioration. Donc il y a des sources d'amélioration qu'on détecte déjà sur l'unité 2 d'Hinkley. Le processus collaboratif d'amélioration et de retour d'expérience, il se poursuit sur Hinkley. Et un dernier mot, il se poursuit et il va se développer parce que le contrat initial qu'on avait le permettait une approche collaborative qui a été mise en place depuis le design. Mais on a signé un avenant à la fin de l'année dernière qui rend ce contrat encore plus collaboratif et nous permet d'être encore plus ouverts à toute modification et à toute innovation. Voilà. Merci de votre attention. Ça a marché, oui. Donc Jean-Jacques Depuy de FIV Nordon. Un autre Jean-Jacques, mais une autre société. Juste pour situer, quand on m'a demandé de travailler et de réfléchir sur la préparation, j'ai proposé de faire un tour de notre histoire. En fait, Nordon est une vieille maison de tuyauterie et de chaudronnerie nancéenne qui a plus de 115 ans d'histoire et donc qui a été créée par Gustave Nordon. Qui a suivi, on va dire, le développement industriel français et est devenu, au travers de ce développement, un acteur historique de la construction du parc nucléaire. Donc on voit qu'au travers de notre histoire, notamment entre 73 et 90, on a participé à la construction de l'ensemble des centrales. Bien sûr, la fin du programme. On est présent également en maintenance, ce qui permet de maintenir les équipements, mais de maintenir aussi nos compétences et nos capacités, et notamment l'expertise de nos hommes, des femmes. Et puis, depuis 2006, on travaille sur la construction des EPR, puisqu'on a participé à l'ensemble des EPR, sauf Hinkley Point. On n'a pas autant de chance que nos amis de Bouygues, pour l'instant. Mais donc on a fourni ce qu'on appelle des surge lines pour Taishan 1-2 et pour Olkiluoto et pour l'EPR de Flamanville. Donc on voit qu'au travers de cette histoire, la difficulté qu'on retrouve finalement, dont on a longuement discuté ce matin, nous en tant qu'industriels, on n'a pas des modèles pour savoir comment on se prépare et comment on anticipe la météo entre guillemets industrielle de nos clients. Donc c'est important pour nous d'avoir une filière forte et qui nous donne de la visibilité pour nous et puis pour nos équipes. Puis au travers du thème de la préparation, j'ai souhaité prendre 3 exemples. Le premier, se préparer, c'est aussi faire le REX. Le REX de Flamanville, on y est encore et il y a beaucoup de REX à tirer. Donc retour d'expérience. Et on nous a proposé il y a quelques mois maintenant, ou presque une année, on va dire, non, de participer à un sujet d'entreprise étendue. J'avoue que quand on a reçu le sujet, mon service juridique s'est posé plein de questions. C'est quoi une entreprise étendue ? Ça n'existe pas d'un point de vue juridique.
Et c'est une collaboration en fait entre entreprises. Et ce qui est intéressant dans cette entreprise étendue, c'est que c'est une collaboration en tenant compte des constructeurs et de nos propres problématiques en construction, d'optimisation des phases de montage et de travailler ensemble, main dans la main, avec les concepteurs de l'installation. Le deuxième retour d'expérience pour nous, donc en tant que tuyauteur, on a beaucoup parlé et beaucoup écrit sur la problématique soudage. Donc, on se félicite que la filière et qu'EDF lance son programme Excel. Nordon a depuis plus de 50 ans une école de soudure. Et on a voulu, avec le retour d'expérience de Flamanville, la capitaliser dessus et de l'appeler Académie FIV Nordon, au sens où, pour reprendre aussi un peu l'exemple sportif, on parle toujours du soudeur. Le soudeur, c'est comme le buteur dans une équipe de foot. Mais si vous n'avez pas une bonne défense, un bon milieu de terrain et un bon gardien, eh ben, il ne pourra pas marquer de but. Et donc, il faut entretenir les compétences de tous les métiers environnants, que ce soit les tuyauteurs, les usineurs, les thermiciens, les monteurs et les contrôleurs qui viennent inspecter nos différentes phases de montage ou de préfabrication. Et on a eu l'opportunité, effectivement, en plus, sur le programme de Flamanville, de préparer, comme un sportif, en position, chacun des membres de l'équipe a pu se préparer à réaliser les soudures et les opérations pour qu'elles soient bonnes à 100% du premier coup. Et puis, il y a les hommes, mais il y a aussi le hard, les équipements. Donc là, je vous ai mis une photo d'une cintreuse d'induction. On est l'un des derniers constructeurs et préfabricants à avoir la gamme complète pour la préfabrication de tuyauterie haute pression, et notamment pour le nucléaire, à Nancy, dans nos ateliers. Donc ça, c'est pour le hard. Donc il faut maintenir les compétences, mais maintenir aussi la capacité industrielle. Et puis, le petit logo en bas à gauche, c'est tout un tas d'applications. On en a de nombreuses. En fait, c'est un point de passage obligé maintenant de numériser nos systèmes d'information. On traite dans nos métiers de chantier, on traite beaucoup de données, de data, beaucoup de documents papier encore. Et il faut pour ça commencer à se préparer, à implémenter. Et on a besoin aussi de nos clients pour pouvoir s'insérer dans les programmes de numérisation de notre activité. Merci à tous les trois. Écoutez, j'ouvre la session des questions et réponses. Des questions déjà pour commencer, on verra si on peut y répondre. Merci. Rebonjour. FIV s'est lancé depuis quelques années maintenant dans la 3D avec la filiale Adobe. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans le domaine nucléaire? Merci. Alors, je ne suis pas en charge d'Adobe. Donc Adobe est une jeune venture avec Michelin. Ce que je dis toujours à mes collègues d'Adobe, c'est que le soudage, c'est déjà de l'impression 3D, puisqu'on recrée de la matière dans un espace vide. Donc on travaille déjà sur ces sujets-là. Pour l'instant, on n'a pas d'application 3D dans le nucléaire, pour FIV. Par contre, on aide, puisque Nordon a une compétence soudage, métier, et on aide nos collègues à comprendre mieux la partie métallurgique de leur activité. Ce que vous avez appelé le modèle en entreprise étendue, c'est quoi le modèle économique de collaboration donc, dans ces contrats qui sont très en amont de la phase projet, en fait? En termes de propriété intellectuelle. C'est un peu compliqué. Sur la propriété intellectuelle, c'est copartagé, on va dire, c'est un peu en plus petit, ce que vivent probablement sur Hinkley Point nos collègues de Bouygues. Je dirais que là, on a les équipes qui travaillent sur des sujets proposés, et puis émettre des idées,
qui peuvent être prises en compte. Et du coup, après, on retravaille en interne avec du back-office si on a besoin de calculs spécifiques. Et on revient présenter aux équipes de Gabriel, d'Advance, pour faire valider si on prend ou pas ce sujet. Oui, bonjour Didier Bautier. J'ai une question pour Anne Debois à propos de ce qui a été évoqué sur la qualité et la façon de la maîtriser. En parlant en fait, de la forge du Creusot, le problème, si j'ai bien compris, c'est qu'on est obligé, dans un certain nombre de cas, on est obligé de faire des contrôles destructifs sur le produit pour exactement faire le diagnostic, que ce soit pour le lien entre la teneur de carbone et les propriétés mécaniques, etc. Donc, est-ce qu'il y a actuellement des avancées dans la modélisation du processus de forge et un certain nombre de paramètres au moment de l'opération et la qualité du produit final qui permettrait de se libérer de ce genre de problème? Se libérer de ce problème aujourd'hui, c'est dans la réglementation, la maîtrise des hétérogénéités. Donc en fait, il faut faire la preuve de la maîtrise des hétérogénéités. Après, il y a des procédés de forge qui sont plus ou moins adaptés. Et effectivement, Framatome travaille à améliorer, à reprendre ou modifier des procédés de forge pour être plus efficace dans sa réponse par rapport à cette exigence. Mais aujourd'hui, l'exigence, elle est là. Donc, il faut faire la démonstration de la maîtrise des hétérogénéités. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement, mais enfin, on a effectivement des travaux de nouvelles gammes ou de reprise de gamme, comme je disais, pour mieux maîtriser ces hétérogénéités et en faire la preuve, en fait, dès le départ. En fait, les déboires qu'on a pu avoir, c'est que l'exigence précise a été clarifiée en 2011, alors que sur l'EPR, on avait coulé dès 2005. Donc, il a fallu faire du rétro-engineering sur des équipements déjà coulés. Donc, ça ne peut pas aller. Donc, là, maintenant, il faut faire cette démonstration de la maîtrise de l'hétérogénéité avant d'engager les pièces de série. Et là, on est sur des solutions finalement beaucoup plus sereines et sécurisées pour l'ensemble des acteurs. Voilà. Mais ça prend du temps, d'où le problème de décision au bon moment. Voilà. Jean-Pierre Paulet-Villard, ma question, c'est la façon dont vous confortez finalement les coûts et les délais. Donc je crois que dans ce processus, il y a un certain nombre de choses qui se font. Et en particulier, vous avez lancé, donc, je crois, un appel d'offres pour 2 tranches génie civil. Donc est-ce qu'éventuellement, vous pouvez éventuellement nous en dire un peu plus sur la... Et ma seconde question, moi je crois que vous avez engagé aussi des discussions avec les turbiniers, bâtiments turbines. Et puis également, c'était ma question, j'ai entendu parler d'anticipation de certaines fabrications lourdes côté Framatome. Donc est-ce que c'est cohérent par rapport aux aspects un peu politiques, etc. On a un petit décalage horaire, parce que ça c'est des questions qui étaient pour Gabriel juste avant, mais du coup je vais lui passer le micro. Franchement, je ne veux pas le protéger, mais je douterais qu'il vous réponde sur les appels d'offres en cours. Quant aux activités par anticipation, moi je vais vous faire un commentaire à titre très personnel. Je ne serais pas très à l'aise que EDF fasse des commandes sans avoir lui-même une commande. À un moment donné, il va falloir quand même que la visibilité soit partagée par tous, quoi. Parce que sinon, on va se retrouver en grand écart entre un processus de décision d'engagement politique et une avancée industrielle. Donc il faut qu'on garde une certaine synchronisation entre ces deux processus. Mais en étant parfaitement conscient qu'il y a une surcontrainte au système. Je pose une problématique plus que je ne la résous en disant ça. Gabriel, tu veux répondre ou ne pas répondre ? Donc, sur les appels d'offres, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a besoin de sécuriser les coûts de notre programme en les adossant
derrière sur des offres des principaux partenaires du projet. Et donc c'est tout le travail qui est en cours. Donc, effectivement, il y a actuellement un certain nombre d'appels d'offres qui sont en cours, qui sont des sujets publics. C'est des avis de marché que vous avez pu consulter comme n'importe qui sur les sites internet ad hoc. Il y a un appel d'offres en cours sur les groupes turbo-alternateurs pour l'ensemble du programme. Et il y a alors, je vous cite que les principaux. Et il y a un appel d'offres en cours sur les marchés de génie civil pour une paire de tranches. Voilà. Après, la question des échanges avec Framatome est un peu différente parce que c'est de la régulation intragroupe et donc c'est d'autres processus de contractualisation. Moi, j'ai une question sur le génie civil, parce que vous avez parlé des retours d'expérience entre Flamanville et Hinkley Point, mais est-ce qu'il y a des retours d'expérience d'Olkiluoto aussi? Parce que je crois que vous avez été... Je ne l'ai pas mentionné, mais je vais même rajouter une couche, puisque Bouygues a apporté son retour d'expérience d'OL3, évidemment. Je voudrais dire une chose, c'est que quand je supervisais Flamanville, OL3 était un an devant nous. Et les difficultés auxquelles ils ont fait face, on n'a pas voulu y croire. Parce que nous, on commençait, tout allait bien. Parce qu'à un moment donné, ça a dérivé. Donc, il faut un certain temps entre deux opérations pour en tirer le vrai retour d'expérience. Donc, malheureusement, nous, Bouygues, sur Flamanville, on en a tiré une certaine partie. Je peux citer la dalle à plus 1,50. Là, on nous avait dit c'est vraiment très, très dur. Donc, on l'a cru. On l'a fait et ça a marché à Flamanville. Mais pour convaincre que ça ne va pas marcher quand on se sentait bien, c'est difficile. Donc il faut du temps. Ce que je peux dire aussi, c'est que sur Hinkley, CGN est impliqué au sein de NNB. Donc nous avons des discussions très ouvertes et des Chinois de CGN qui sont dans NNB, participent à des réunions. Nous avons eu des réunions très extensives l'été dernier pour définir la stratégie sur ce qu'on appelle le Path to Dome Lift sur Hinkley. Et il y avait un Chinois qui avait vécu Taishan qui disait vous pourriez faire ça, nous on a fait ça. Et je viens d'apprendre que tu étais sur Taishan aussi, donc on va échanger encore plus, puisque sans doute que l'info directe sera aussi meilleure. Voilà, non, il y a beaucoup d'échanges, et je voudrais dire que par rapport à ce qui se passait en 2006, quand on a commencé, où tout le monde était pétri de certitude et resté dans son coin, aujourd'hui, il y a un échange fantastique. Voilà, et que je voudrais remercier tous les partenaires qui participent. Je m'autorise, mais à la limite, comme c'est moi qui anime la session, je vais m'autoriser moi-même. Je voudrais ajouter un mot pour rebondir sur ta question et sur la vertu du palier. Parce qu'on nous demande quand même souvent pourquoi un truc aussi gros, pourquoi 3 paires, pourquoi pas commencer par une. Bon, je l'ai dit un peu tout à l'heure, si on ne dimensionne pas la visibilité à 3 paires, on ne se mobilise pas de la même manière et donc on n'a pas la même capacité industrielle, quitte d'ailleurs le moment venu à ne pas aller au bout et à trouver les mécanismes. Mais il faut que se dimensionner sur un horizon. Premièrement. Deuxièmement, je le disais tout à l'heure, ce programme, il est concomitant de la poursuite de la reconstitution de la capacité industrielle. Le moment venu, c'est-à-dire, en fait, on peut dire ça autrement, de la maturation de la capacité à mettre en œuvre une technologie qui elle-même est éprouvée, mais dont la mise en œuvre doit gagner en efficacité. Ça a 2 vertus. 1, ça baisse le risque de réalisation, et donc ça baisse le coût de financement, parce que ça baisse la perception du risque. Et 2, ça permet de faire ce que vous dites, éventuellement de manière accélérée, ultérieurement. Parce que si on a maturé la réalisation des objets, le retour d'expérience devrait normalement se dédensifier un petit peu au fur et à mesure qu'on refait la même chose, quoi. Et donc le moment venu, on pourra faire peut-être une tranche par an si ça devient nécessaire. Dans un premier temps, ce n'est pas forcément raisonnable de se lancer aussi vite. Ce qui veut dire aussi que si on fait un trou et qu'en plus après on veut accélérer d'un seul coup à une tranche par an parce que c'est nécessaire, on va se planter, clairement. Ça, c'est une conviction personnelle. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Encore.
Est-ce que vous discutez avec la DGEC là, sur l'audit, avec les auditeurs, sur justement l'audit des coûts Pierre, j'ai le droit de dire qu'on discute ensemble ou pas? Ils sont là, hein. Voilà, dites pas de bêtises, ils sont là, ils nous écoutent. Oui, bien sûr, on travaille avec eux. C'est le premier slide que j'ai passé, ou un des tout premiers. L'instruction est menée par eux, par les pouvoirs publics, par la DGEC, par Bercy, ensemble. Bercy pilote évidemment le volet financier, la DGEC pilote la plupart des volets. Il y a un volet industriel qui implique la DGE. Ce matin, on avait le représentant de la DGE. Et nous sommes à leur côté à essayer d'apporter des solutions et de se projeter dans un rôle. Nous, on a vocation à être exécutants de ce programme dont ils doivent assumer une commandite publique. Donc oui, bien sûr, on travaille. Non seulement on discute, mais on travaille ensemble. Ça va. Merci à tous.